C'est confirmé, la délinquance a nettement augmenté l'an passé, plus 7,69%. Cette fois, ce sont des chiffres officiels. Les tendances, forte progression chez les très jeunes, forte croissance des vols avec violence et déplacements vers les campagnes. La maladie dont on ne parle pas ou presque, pourtant un adulte sur 10 est touché et elle fait 2000 morts par an. L'asthme est au cœur d'un plan du ministère de la Santé. Il s'agit notamment de faire respecter les endroits non fumeurs. Strasbourg à 2h20 de Paris, dans 4 ans. Lancement officiel aujourd'hui des travaux du TGV Est. C'est Jean-Claude Guessot, en habit de chantier, qui a donné le coup d'envoi à bord de ce rouleau compresseur. La douceur de l'hiver, record de chaleur à Montpellier, 21 degrés 2. À Paris, on s'est promené en chemise. Ça devrait continuer demain, nous dira Patrice Drevet. La fin de Prost Grand Prix, le tribunal a tranché, liquidation judiciaire pour l'écurie, licenciement pour les 200 salariés. Il n'y avait pas de repreneur crédible. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, mais c'est aussi lié à la douceur de l'hiver. Le soulagement du côté de Valenciennes, la montée des eaux très rapide hier soir marque une pause. La brèche observée sur une digue de l'Oignon à Crépin a été colmatée. Cela dit, les dégâts sont importants. Une berge s'est effondrée, 60 maisons sont inondées. Sur place, Anne-Mourgue, Patrick Wurstor. Au beau milieu de la nuit, Georgia ne peut que constater les dégâts. L'eau déjà envahit sa cuisine. À la hâte, elle a surélevé quelques meubles. Sur une demi-heure de temps, en fait, la maison était remplie. Hein. Tout est arrivé par les prairies qui est ici à côté, les fossés qui sont là, qui débordaient, et puis tout est rentré dans la maison. Hein. La berge de la rivière voisine vient de s'écrouler. Des torrents d'eau déferlent, inondent une partie du village. Toute la nuit, les secours patrouillent. Un coup de main, un peu de réconfort. On leur demande s'ils ont besoin d'aide médicale, s'ils ont besoin d'aide morale, pour leur donner un coup de main à soulever éventuellement des meubles, à bouger des meubles ou à éventuellement les évacuer. Au lever du jour, même ces quelques vaches semblent incrédules. Les champs sont engloutis sous plus d'1 mètre d'eau. Leur ferme est méconnaissable. Michel doit se résoudre à évacuer son cheptel. Pas facile. Je préfère essayer de faire en sorte d'attendre vraiment le dernier moment pour les sortir, s'il faut les sortir. Oui, les pompiers vous disent que ça risque d'être trop tard après. Il faut prendre le risque. D'urgence, on colmate la brèche sur la berge. 300 tonnes de caillasse. Bientôt, l'eau ne peut plus passer. Dans les maisons inondées, la décrue s'amorce. On pompe, on racle, mais partout, l'eau laisse des traces. Ce matin, ma première réaction, c'était on répare, on revend, ça va. Pourtant, c'est la première, mais bon, c'est la catastrophe. Et il faudra sans doute encore plusieurs jours avant de pouvoir faire la différence entre les champs et la route. Intempéries aussi ailleurs en Europe, image ici de la région de Hambourg où de nombreuses routes ont été coupées. Et puis en Belgique, c'est la province de Liège qui a été placée en phase de préalerte. Le débit de la Meuse est passé de 300 à 800 mètres cubes par seconde. Un mauvais millésime donc pour la sécurité en France. Les services de police et de gendarmerie ont confirmé en gros les chiffres qui circulaient il y a une dizaine de jours, plus 7,69, le chiffre le plus élevé, vous le voyez, de ces 10 dernières années. C'est ce que montrait cette courbe. Le détail tout de suite avec Audrey Goutard. Ce sont les vols qui augmentent le plus en 2001. Plus 8% pour les attaques à main armée, 23% pour les vols avec violence, plus 12% pour les cambriolages. Il est bien jeune celui-là. Mets-toi là, toi. Les mineurs sont de plus en plus souvent impliqués dans ces affaires. En 9 ans, leur nombre a augmenté de 77%. Ces mineurs sont aujourd'hui également impliqués dans ce que l'on appelle les atteintes aux personnes. Cette catégorie de crimes est en forte hausse. Tentative d'homicide, plus 11%. Coups et blessures volontaires, plus 9%. Viol, plus 13%. Seuls les meurtres sont en baisse. Selon le ministère de l'Intérieur, ces fortes hausses sont en partie dues à un phénomène nouveau. Les victimes d'agressions sont beaucoup plus nombreuses à oser porter plainte. Les zones à forte population, comme la région parisienne, restent les plus criminogènes. Mais avec 10% de délinquance en zone rurale, les campagnes ne sont plus épargnées.
Une nuance à apporter à ce tableau général, c'est le directeur de la police nationale qui l'a indiqué. Le taux de délinquance rapporté à la population reste très inférieur en France à ce qu'il est par exemple en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Alors première illustration, c'est la catégorie en plus forte hausse, on l'a vu, les vols avec violence. Exemple à Creil dans l'Oise, à 50 km de Paris, 32 000 habitants. Là-bas, les violences contre les personnes seraient en augmentation de 70%, la délinquance d'une manière générale en hausse de 15%. Mathias Hillion, Olivier Robert. C'est l'agression de trop. Il y a 2 jours, l'un de ces conducteurs de bus a été blessé par un parpaing lancé contre son véhicule. Alors cet après-midi, par solidarité et aussi pour protester, tous les chauffeurs ont débrayé pendant 1 heure. C'est là où que ça craint le plus. Mais le problème, là c'est des égratignures, mais s'il prend dans l'œil, il peut plus conduire, mec. Qui c'est qui va lui donner à bouffer, hein? On lui dira qu'il tire au cul et puis tout ça, qu'on laissera dans la mouise. Même la police, elle monte, elle se fait tirer dessus et quand tu les appelles, ils viennent même pas. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont de moins en moins de droits. Josiane est conductrice depuis 27 ans. Elle aussi a été récemment agressée. Ils ne peuvent pas intervenir n'importe où. Hein. Vous êtes au volant de votre bus, vous ouvrez vos portes, les gens montent, d'un seul coup vous prenez un coup de poing et vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas qui, ça se sauve comme ça. Ou alors sinon ce sont des crachats, des insultes et constamment on vient nous dire « Oh, c'est parce que vous n'êtes pas aimable, vous ne savez pas prendre les clients et tout et tout ». Mais comment voulez-vous faire avec des gens qui ne sont même pas capables de vous dire bonjour ? Quand les conducteurs ne font pas grève, Sally est médiateur à bord de ces bus. Selon lui, les voitures qui brûlent au Mureau donnent des idées aux jeunes de Creil. À partir du moment où on entend que quelque part ça s'est envenimé, les jeunes veulent faire entendre parler d'eux aussi. Parce que bon, ils voient dans quel état ils sont, ils voient le ras-le-bol, donc ils agissent mais mal. Creil et ses quartiers défavorisés ont connu une augmentation de près de 15% de la délinquance cette année. Voici l'une de ces cités. Il y a 3 jours, la cage d'escalier de cet immeuble a brûlé accidentellement. Depuis, ses locataires sont privés de gaz et d'électricité. Pour les jeunes de ce quartier, l'insalubrité des immeubles n'arrange rien. Seconde illustration, on l'a dit aussi, les villes et les banlieues n'ont plus l'apanage de la délinquance. C'est dans les campagnes résidentielles, ce qu'on appelle en langage savant les zones périurbaines, que la croissance est la plus forte. Exemple, à Ilzac, dans le Haut-Rhin, 15 000 habitants. C'était encore un village rural et sans histoire il y a une quinzaine d'années. C'est l'enquête de cette édition. Notre équipe a suivi la brigade de gendarmerie pendant 24 heures. Patrick Fandiot, Jean-Yves Blanc. 56, 53 VP, 56. Des chiffres et des lettres. Le quotidien de la patrouille. Là, je le connais aussi, la 13 XE68. Je connais l'immatriculation. À l'affût de voitures volées. Il y en a eu 500 ces 2 dernières années dans cette commune de 15 000 habitants située à quelques kilomètres de Mulhouse. Aussi, on le connaît, là. Au détour d'une rue, une Clio suspecte. C'est le mec qui crachole. De l'autre côté. Dans la voiture qui s'enfuit, un jeune caïd du quartier recherché depuis plusieurs mois. Pas assez puissant, le véhicule des gendarmes n'arrivera jamais à le rattraper. On n'a pas le droit de le percuter, on n'a pas le droit de tirer. Bon. On n'a pas le droit de faire usage de l'arme. Il est recherché pour des violences avec armes. Ah, il a donné un coup de couteau à un surveillant du magasin Carrefour. Mais bon, c'est un bon, hein, c'est un gars qui est connu depuis l'âge de 14 ans, on le connaît. Hein. Vol avec violence, cambriolage, dégradation, la délinquance ici a fait un bond de plus de 15% en 1 an, 2 fois plus que la moyenne nationale. La Clio est finalement retrouvée sur un parking. Mais les gendarmes ne peuvent rien faire. Ils se heurtent au véritable propriétaire de la voiture. Franchement, Mur, ça c'est abusé. C'est pas abusé, on leur explique. Ça c'est montrer les cas des femmes. On va faire croire qu'on part, et puis on va mettre des patrouilles tout autour. Comme ça, dès qu'il sort, on essaiera de le coincer. Parce que le coincer dans le quartier, ce sera les nôtres. Hein, ce sera les nôtres, ça c'est sûr. Dans cette zone, près de 12 000 personnes se sont installées ces 10 dernières années. Pour lutter contre la délinquance, les gendarmes expérimentent une méthode. Prendre contact, bien connaître la population, se faire accepter par les jeunes. C'est bon. On a l'impression toujours qu'avec la police nationale, le CRS, ce sont des surhommes. Ils se prennent pour des surhommes. Ils se font passer pour des surhommes, alors qu'on voit qu'avec les gendarmes, par exemple, il y a des échanges. C'est pas plus mal. Ces échanges, ces contacts aident les gendarmes dans leurs enquêtes judiciaires. Dans l'armoire,
Un fichier de 250 jeunes délinquants, la plupart multirécidivistes. Le wouizou de la délinquance dans le secteur, un annuaire bien utile. Ahmed, Ali. Si on nous dit, tiens, un jeune avec une veste jaune Lacoste, on sait très bien qui porte une veste jaune Lacoste dans tel quartier, et puis on sort tout de suite sa photo, on la présente parmi d'autres photos, et puis là, le témoin en général il désigne son voleur, qui est souvent celui à qui on pense. Les gendarmes réclament plus de moyens. Ils en ont besoin, disent-ils, pour faire face à cette flambée de la délinquance périurbaine, alors qu'ils étaient plutôt habitués au simple maintien de l'ordre en zone rurale. À la frontière de la délinquance et de l'incivilité, c'est, dit-il, pour assurer la tranquillité de ses administrés qu'Alain Juppé, maire de Bordeaux, a pris un arrêté anti-bivouac. Très exactement, ce sont les occupations prolongées des rues du centre-ville ou des lieux publics qui est interdite. En clair, il s'agit de limiter les attroupements de sans-abri, mais la mairie annonce en parallèle un nouveau dispositif d'insertion. Sur place, Caroline Pham, Bernard Bonarme. Centre-ville de Bordeaux, 2 jeunes sans domicile fixe qui vivent depuis plusieurs années dans la rue. L'arrêté anti-bivouac ne vise pas les personnes isolées, comme eux, qui font la manche. Mathieu constate pourtant un changement des comportements de la part de certains policiers. Il y a ceux qui passent comme d'hab, comme je disais, ceux qui passent comme d'hab. Bon, bonjour, ça va, bon, pas de regroupement, t'attaches tes chiens, tu restes tranquille. Bon, ils s'en vont du moment qu'on reste tranquille. Puis il y a ceux qui passent, allez vas-y c'est bon, hop pareil tu dégages. Bah non, hier vous êtes passé, ça allait très bien. Oui non mais maintenant il y a un arrêté. Question d'interprétation sans doute. Le maire, lui, fait confiance à la police. Elle saura, dit-il, faire la distinction entre ceux qui ne troublent pas l'ordre public et les autres. Quand vous avez 4 ou 5 chiens énormes affalés sur la chaussée et parfois un petit peu menaçants dans des quartiers du centre-ville, vous comprendrez que les personnes âgées ou les jeunes, il n'y a pas que les personnes âgées, les jeunes souvent se sentent en insécurité. Alors il faut là réagir. Il existe parallèlement un dispositif d'accueil des SDF, tient à préciser Alain Juppé. Dispositif insuffisant, répond l'opposition qui dénonce cet arrêté. En réalité, cet arrêté n'empêchera rien car il ne fera que déplacer les SDF d'un trottoir à l'autre puisqu'on ne leur offre pas de foyer de jour. Et en outre, il crée un insupportable délit de faciès et un délit de grande misère. Dans la rue, avec ou sans chien, beaucoup ont le sentiment de ne gêner personne. Ils n'ont, disent-ils, pas d'autre choix pour tenter de survivre. Justice, le jugement dans le procès fleuve du Sentier. Il y avait 124 prévenus. Le tribunal en a condamné 88 à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme et prononcé 36 relax. L'affaire portait, je vous le rappelle, sur un réseau d'escroquerie à base de traites fictives. Il était question de 84 millions d'euros, 550 millions de francs détournés. Thierry Curtet, Vincent Ferreira. Pas de photos. La première crainte de tous ces prévenus, l'opprobre public pour ces commerçants du quartier de la Confection à Paris. Ça, c'était avant l'audience. Par la suite, les mines avaient bien changé. 36 prévenus sont relaxés, dont quelques-uns avaient fait de la prison préventive. 88 condamnations, de 7 mois avec sursis à 7 ans ferme, mais surtout 82 personnes qui doivent rembourser solidairement 25 millions d'euros aux banques. Et nous réclament aujourd'hui des fonds que l'on ne doit pas. C'est une aberration. Alors on a déjà assez payé avec la prison pour en plus de ça aujourd'hui se retrouver avec des amis encore une fois incarcérés et des sommes affolantes à devoir pour le reste de nos vies. L'opération s'appelait pourtant planter les banques. Le procès fleuve a mis en évidence une vaste carambouille de plusieurs centaines de millions de francs organisée entre plusieurs sociétés complices. En règle générale, les banques récupèrent jusqu'au dernier sou les créances qu'elles détiennent du chef d'une décision correctionnelle. Mais là, les sommes sont telles que ça semble très difficile face à des personnes privées. Écoutez, il n'empêche que cette condamnation a été obtenue. On ne peut pas impunément piller les fonds de commerce des banques. Dans cette affaire, 12 personnes sont condamnées par contumace. Elles sont en fuite en Israël. En bref, politique et justice, Didier Schuller se trouverait toujours en République dominicaine. C'est ce qu'affirme le président du pays, qui ajoute que son séjour est tout à fait légal. Le conflit des médecins, dialogue de sourds entre Elisabeth Guigou et les syndicats grévistes. L'entrevue organisée ce matin n'a duré que quelques minutes. Pour la CSMF, l'accord conclu la semaine dernière avec l'autre syndicat de médecins n'est pas acceptable. Écoutez Claude Mafioli, président de la CSMF. Il emploie une métaphore culinaire.
Nous avons eu un dialogue de sourds. Nous avons, si vous voulez, si je peux caricaturer les choses, c'est que nous avons dit que les médecins libéraux demandaient des haricots verts et la ministre nous a proposé des frites. Alors question, que se passe-t-il concrètement lorsque vous consultez un médecin qui approuve la ligne de la CSMF? Eh bien certains parmi les plus déterminés ont commencé d'ores et déjà à appliquer les tarifs revendiqués. 20 € la consultation, 30 € la visite. Reportage Delphine Orviller, Bernie Mériot. Depuis mercredi dernier, toutes les consultations du Dr Angeli commencent par une petite explication. Donc les médecins ont décidé d'augmenter leurs honoraires malgré l'absence d'accord à 20 €. Donc c'est ce que je vais vous demander aujourd'hui, si vous voulez bien. 20 €, oui, je trouve que c'est pas excessif. Pour augmenter ces tarifs, pas question d'attendre l'accord de la caisse d'assurance maladie. Ce n'est pas légal dans la mesure où nous sommes mis en opposition avec les tarifs conventionnels. Mais à force d'attendre des choses légales, les médecins n'ont plus la possibilité d'exercer correctement leur métier. C'est moi qui Une décision dénoncée par la Caisse qui menace de prendre des sanctions financières. Dans un premier temps, elle pourrait cesser de rembourser leurs charges sociales. S'ils persistent, ils pourraient aussi être déconventionnés, c'est-à-dire que leurs patients ne seraient plus remboursés. Mais du côté des malades, cette augmentation est plutôt bien accueillie. C'est pourtant eux qui vont devoir payer la différence. Vous êtes prêt à payer ça, même si c'est de votre poche, la différence? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, parce que c'est des soins qu'on a vraiment besoin et je pense que 20 € c'est pas beaucoup. Les médecins ont un boulot très dur à mon avis et puis qu'ils peuvent, enfin moi ça me semble, je trouve rien à redire à ça. Une augmentation semblable des honoraires est déjà en place en Corse, en Loire-Atlantique ou en Mayenne. Les médecins de Seine-et-Marne espèrent être rejoints rapidement par d'autres départements. Santé toujours avec l'annonce de ce plan contre l'asthme, une maladie qui progresse régulièrement. 3,5 millions d'asthmatiques au total en France, soit un adulte sur 10 et quelques 8% des enfants. On estime que l'asthme est à l'origine, directement ou indirectement, de 2000 décès par an. Le ministère de la Santé veut favoriser un meilleur repérage à l'école, un meilleur accueil aux urgences, ou encore le respect des interdictions de fumer au lycée ou au bureau. Il est vrai que le quotidien des asthmatiques est parfois une course d'obstacles. Reportage Claudine Gilbert, Jérôme Cheval, André Sora. Ce geste est indispensable à sa survie. Sylvie est asthmatique depuis 2 ans. Plusieurs fois par jour, elle doit mesurer sa capacité pulmonaire pour estimer la gravité des crises. Au début, c'était très difficile parce que je ne savais pas du tout comment réagir. Donc ce qui faisait que je paniquais. Mais après un certain temps, on s'habitue, on sait comment un petit peu réagir, comment ça se passe et on sait quand aller à l'hôpital. Il y a quelques mois, une simple cigarette dans un ascenseur l'a précipitée à l'hôpital. Généralement, l'inhalation de ces poudres à base de cortisone suffit à calmer les crises. Mais malgré ces précautions, l'asthme a totalement bouleversé sa vie. Elle a dû renoncer à sa vocation. J'étais artiste peintre, malheureusement je suis devenue sensible aux peintures, donc je ne peux plus tellement peindre. Voilà, donc c'est un problème pour mon travail, c'est-à-dire que je ne peux plus créer. Mais bon, j'essaie de trouver des solutions. L'origine de sa maladie reste mystérieuse. Pollution ou prédisposition génétique, les médecins ne savent pas. Une seule certitude, l'asthme est devenu un fléau familial. Ses 2 enfants sont eux aussi asthmatiques. En bref, le gouvernement accélère la privatisation partielle de la société Autoroute du Sud de la France. 49% du capital sera cédé, entré en bourse dès le mois d'avril. L'opération devrait rapporter entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros. Le coup d'envoi des travaux du TGV Est, 300 km de voies dans un premier temps en 2006. Paris-Metz prendra 1h30, Paris-Strasbourg 2h20. C'est l'ancien cheminot et actuel ministre des Transports Jean-Claude Guessot qui était à la manœuvre. Florence Griffon. Avec Jean-Claude Guessot, ancien cheminot, au volant d'un rouleau compresseur, le TGV Est est forcément bien parti. Il aura tout de même fallu 18 ans de bataille pour qu'un ministre puisse assister au premier coup de pioche, fondateur du TGV Est. Première étape de ces travaux, Baudrecourt, entre Metz et Nancy. En 2006, avec ses 300 km de voies nouvelles, le TGV Est reliera Paris à Strasbourg en 2h20 contre 4h au minimum aujourd'hui. Une durée qui pourrait être portée à 1h50 si les 100 derniers kilomètres étaient eux aussi aménagés. Mais pour le moment, ce tronçon-là n'est ni programmé ni financé.
Le financement, c'est justement ce qui a posé problème. Pour la première fois, les collectivités territoriales, régions, départements et villes ont été largement mises à contribution. Elles ont déboursé 730 millions d'euros sur les 4 milliards nécessaires au futur TGV. Et toujours à propos de la SNCF, la mise en place de Radio Ligne, une station d'information pour donner au plus vite les changements d'horaire ou les retards. Cela dit, le mot radio est un peu usurpé. C'est seulement par téléphone et moyennant finance qu'on pourra l'écouter. Vincent Fourcade, Claude Barnier. Correspondance Cholet que j'appelle notamment. Le contrôleur vient de l'apprendre. Son TGV Paris-Nantes vient tout juste d'être dérouté. À quelques kilomètres, un barrage d'agriculteurs bloque les voies. Le train file maintenant vers Nantes et il ne sera pas à l'heure. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous accusons actuellement un retard d'environ 15 à 20 minutes. Une annonce qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte réellement de réponses. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quelle heure on va arriver. Alors, il donne l'information pour Le Mans et il ne donne pas l'information pour Nantes alors que ce train va à Nantes. Prévoir l'heure d'arrivée, mais également gérer les correspondances qui se retrouvent toutes modifiées. Et le contrôleur est tout seul pour répondre aux questions d'une centaine de voyageurs. Difficile d'avoir réponse à tout. Oui, dès qu'on repartira, je pourrais vous donner l'information. Il faut une heure. Oui, oui. Sur une autre ligne, 1 heure et demie de retard sur un train devant mettre 55 minutes pour arriver, sans aucune information, c'est lourd. Ce manque d'information, c'est le principal grief des passagers. Mais en secret, depuis 9 mois, la SNCF peaufine sa riposte. Bonjour et bienvenue sur Radio Ligne. Bonjour, le point sur le trafic. Radio Ligne, c'est l'état du trafic, accessible uniquement par téléphone. Un flash toutes les demi-heures, des reportages et même une information personnalisée en temps réel. Il y a l'information au train par train. On connaît son numéro de train, on compose le numéro de train et on a l'information. Mais ces informations ne concerneront que les trains grandes lignes qui accusent un retard de plus d'une demi-heure. Une information incomplète donc, mais payante. L'appel coûte 22 centimes d'euros la minute, près d'1,50 franc. Un mot des 150 chauffeurs bloqués à la frontière du Luxembourg. Leur entreprise de transport, vous le savez, fait l'objet de plusieurs enquêtes pour emploi illégal. Ils devraient être renvoyés chez eux par le gouvernement luxembourgeois. L'actualité à l'étranger, on ignore toujours l'identité de la femme kamikaze, première du genre, qui est à l'origine de l'attentat d'hier à Jérusalem. On avait parlé d'une étudiante de Naplouse. Eh bien, l'université en question a démenti. Ce matin, un Palestinien, vous le voyez, a été abattu par la police israélienne après avoir volé une voiture, forcé un barrage et percuté un policier. L'Afghanistan et cette conséquence de l'installation d'un nouveau pouvoir, des milliers d'Afghans ayant fui les talibans et réfugiés en Grande-Bretagne pourraient être renvoyés dans leur pays. C'est ce que laisse entendre le gouvernement britannique. En Australie, les demandeurs d'asile afghans sont prêts à tout pour obtenir l'accélération des procédures et, si possible, une issue favorable à leur demande. Des enfants menacent de se suicider. Certains de leurs parents se sont cousus la bouche. Yann Fronty. Il n'a plus rien à perdre. Ce clandestin vient de se jeter sur des barbelés, sa façon à lui de protester. Depuis des semaines, voire des mois, ils sont des centaines de réfugiés, afghans, pakistanais ou irakiens, à être parqués là en plein désert par 40 degrés. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus d'attendre. Ce médecin est très pessimiste et pense qu'il risque d'y avoir des morts. D'ailleurs, 11 enfants observent une grève de la faim et certains détenus se sont automutilés en se cousant la bouche. Dehors, les manifestations de soutien commencent à rassembler de plus en plus d'Australiens. Honte à vous, honte à votre système, honte à vos valeurs. Les réfugiés doivent être libérés. Rien à faire, John Howard, le Premier ministre conservateur, reste inflexible. Il l'a dit et répété, l'Australie n'est plus une terre d'asile. Un discours ferme, intransigeant, qui jusque-là a séduit ses électeurs. Pendant ce temps, la lutte contre Al-Qaïda continue en Afghanistan même. Nous avions évoqué ces hommes retranchés depuis un mois dans un bâtiment de l'hôpital de Kandahar. Eh bien, les forces américaines et afghanes ont donné l'assaut. Les 6 hommes ont été tués. Enfin, l'incertitude sur la présence de Français parmi les 158 prisonniers regroupés à Cuba sur la base de Guantanamo. Le journal Le Figaro affirme ce matin que 7 ressortissants français ont été identifiés. Le Quai d'Orsay évoque, lui, des personnes parlant le français et a dépêché une délégation sur place. On saura demain soir ou après-demain ce qu'il en est exactement.
La contestation à Madagascar avec la plus importante manifestation depuis l'indépendance en 1960. Quelques points de repère d'abord. Madagascar est une île située à l'est du continent africain, grande comme la France, l'ancienne puissance coloniale, et peuplée de 15 millions d'habitants. Depuis les élections du 16 décembre, l'opposant Marc Ravalomanana revendique la victoire. Claude Samper. C'est la manifestation la plus importante depuis le premier tour de l'élection présidentielle. 500 000 personnes dans les rues d'Antananarivo, à l'appel de l'opposition. Le 16 décembre dernier, Madagascar élit son président. Le candidat de l'opposition, Marc Ravalomanana, affirme avoir gagné sans discussion. Le président sortant, Didier Ratsiraka, reconnaît sa défaite, mais souhaite un deuxième tour. Depuis plus d'un mois, la situation est confuse et l'opposition dans la rue. Vendredi dernier, ces juges de la Haute Cour de justice ont tranché. Il y aura bien un deuxième tour. Du côté de la présidence, on est soulagé. Cette décision est plus que juridique. Elle est légale, elle est constitutionnelle. Le candidat de l'opposition, lui, rejette la position des juges. Dans toute république, c'est le peuple qui est souverain. Par conséquent, si le peuple n'est pas satisfait de la décision d'une institution de l'État, elle est en droit de réclamer. Aujourd'hui, le pays est quasi paralysé. Grève générale, manifestation et personne ne peut prédire l'évolution de la situation. Officiellement, le deuxième tour est fixé au 24 février. En bref, ce drame effroyable à Lagos, capitale du Nigeria, l'incendie d'une armurerie et les explosions qui ont suivi ont fait au moins 600 morts, peut-être même plusieurs milliers selon certaines sources. On ignore les raisons de l'incendie et la plupart des victimes ont été repêchées dans ce canal situé dans le centre de la ville où elles avaient, semble-t-il, tenté de fuir les flammes et les explosions. Silvio Berlusconi fait son entrée dans la diplomatie européenne. Le chef du gouvernement italien a repris, vous le savez, le portefeuille des affaires étrangères. Pour sa première réunion avec ses pairs, il a joué plutôt profil bas, intervention très brève et très consensuelle. Au programme de cette journée, entre autres, le feu vert donné à la composition de la Convention pour la réforme des institutions européennes, dirigée par Valéry Giscard d'Estaing. Silvio Berlusconi a choisi pour y siéger Gianfranco Fini, le patron de l'Alliance nationale ex-parti néofasciste, une nomination qui a fait grincer des dents dans certaines capitales européennes. Qui est Gianfranco Fini? À Rome, Isabelle Stess, Dominique Merlin. Je suis italien, je suis né en Italie. Je suis orgoglioso, comme on dit, orgueilleux d'être italien. Mais je suis européen, bien sûr. Avec son allié le plus fidèle, Silvio Berlusconi a choisi un fervent défenseur de l'Europe des nations. Gianfranco Fini, aujourd'hui très présentable délégué italien à la Convention européenne, une consécration pour celui qui fut un fasciste infréquentable. Oublié le temps des chemises noires lorsque Gianfranco Fini, à la tête du mouvement social italien, faisait l'éloge de Mussolini et promettait de construire le fascisme de l'an 2000. Car pour construire son avenir, cet habile stratège enterre son passé en 1995, transformant son parti en respectable alliance nationale, aujourd'hui deuxième force politique du pays. Il représente une droite de centre national. Mais en général, lui, en gros, c'est un type assez modéré et plutôt opportuniste, à mon avis. Le plus brillant des ministres de Silvio Berlusconi n'a pas fini de renier son passé. Lui qui considérait Mussolini comme le plus grand homme d'État du XXe siècle vient de réviser son jugement il y a quelques jours. Politique française maintenant, avec les réactions critiques à droite après l'organisation à l'Elysée ce week-end de réunions de préparation à la campagne électorale. En transformant l'Elysée en QG de campagne, on ne respecte pas les principes, indique François Bayrou. Alain Madelin parle, lui, de couac institutionnel. Jacques Chirac qui a retrouvé Lionel Jospin, toujours à l'Elysée, pour une remise de décoration un peu particulière, puisque la cérémonie marquait le coup d'envoi du bicentenaire de la Légion d'honneur. Laurence Ostolazza, Abdel Mostefa. Ça a été un peu galvaudé, moi c'est l'impression que j'en ai. C'est une décoration qui a été créée par Napoléon Ier, qui est très importante et qui est, à mon avis, bradée actuellement. Bradé, galvaudé, l'obtention de la distinction suprême répond pourtant à une procédure très officielle à laquelle échappe le quota du président de la République. Elle ne se réclame pas, la bienséance veut qu'on la demande pour vous auprès des ministères concernés. Alors qui juge, qui est souverain en la matière?
et le Conseil de l'Ordre de la Légion sortent de tribunal de l'honneur. C'est des critères subjectifs, c'est très difficile de savoir ce que c'est que l'honneur, c'est une notion un peu philosophique et difficile. Je crois que c'est une cohérence avec ce qu'on veut paraître. On est quelque chose, on a une morale et on doit rester cohérent dans sa vie avec sa morale. Par le passé, certains politiques ou intellectuels l'ont refusé. Georges Sand, Antoine Pinet ou plus récemment l'écrivain Bernard Clavel. D'autres aujourd'hui en sont très fiers. Le fait de représenter la France à l'étranger, d'avoir exercé un métier à risque, je pense particulièrement à justifier cette décoration, donc pour laquelle je suis très honoré et encore une fois très fier. Fiers également les 17 récipiendaires réunis ce matin à l'Élysée. Parmi eux, une religieuse illustre, sœur Emmanuelle, fraîchement décorée, et un abbé des pauvres, peu sensible aux décorations. Vous êtes aujourd'hui avec nous. Pour moi, c'est le plus grand plaisir que je puisse avoir. Brader, galvauder la Légion d'honneur, en voilà en tout cas qui ont toujours su allier honneur et humilité. Et sourire. Politique encore, s'agit-il d'une étourderie ou bien était-ce inévitable? La date du premier tour de l'élection présidentielle coïncide avec les vacances scolaires. Pas forcément la meilleure manière de limiter l'abstention. Cela dit, le vote par procuration reste bien sûr toujours possible. Alix Bouillaguet. Exceptionnellement, pendant les vacances de Pâques, certains parents auront des devoirs à faire, voter. Le 21 avril prochain, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Pas de chance, cela tombe au milieu des congés de la zone C. Cette date correspond aussi au dernier week-end de la zone A. Pas pratique pour environ 10 millions de Français. Alors, à qui la faute? D'un côté, l'éducation nationale avance que les congés de printemps 2002 ont été déposés il y a plus de 3 ans. De l'autre, la Constitution. C'est elle qui fixe le jour de l'élection présidentielle. Seules 2 dates étaient possibles et le 21 avril restait la meilleure des 2. Pour les vacanciers, un seul recours, le vote par procuration. Avant, seuls ceux qui justifiaient d'un impératif professionnel bénéficiaient de ce système. Un vote étendu ensuite aux personnes ne pouvant pas se déplacer, puis aux vacanciers. Problème pour ces derniers, fournir des copies des billets de transport ou attestations de séjour. Un dispositif que certains risquent de trouver un peu fastidieux. Ces Français-là pourraient être de futurs abstentionnistes. Et à propos de soleil, les bons chiffres du tourisme, la France reste la première destination du monde. 76,5 millions de touristes l'an passé, plus 2%. Et parmi les attraits français, on commence à en prendre l'habitude, la douceur des hivers. Record de chaleur enregistré aujourd'hui à Montpellier, 21,2 degrés. On n'avait pas vu ça depuis 1955. À Paris, vous le voyez, promenade sur les quais et satisfaction des marchands ambulants. On écoute l'un d'entre eux. Vous vendez plus de gaufres ou plus de glace? Eh bien, on a une petite reprise dans les glaces. Ça se sent? Ah oui, ça se sent bien. Et ça va continuer demain. Patrice Drevet nous le dira dans un instant. Direction le Morbihan maintenant, où le nettoyage des plages se poursuit après le dégazage sauvage d'un pétrolier. L'enquête, elle aussi, continue. Mais il n'est jamais simple d'identifier le bateau coupable. En l'occurrence, une quarantaine de cargos circulaient ce jour-là au large de la zone. Alors, quelle est la procédure? Sophie Rodier, Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Ces hommes sont chargés de la surveillance du rail d'Ouessant. Ils traquent les rejets illégaux de pétrole en pleine mer. Chaque jour, 150 navires transportant des produits dangereux se croisent sur cette autoroute maritime très fréquentée. Samedi, ce pétrolier turc, le Golova, est repéré par le CROSS. Il est soupçonné d'avoir dégazé en pleine mer. Ces inspecteurs effectuent immédiatement des prélèvements dans les cuves. Si on peut avoir un soupçon de dégazage sur un bateau, les analyses des produits relevés sur les plages et des produits qui pourraient être relevés dans les fonds de cale peuvent faire un élément de preuve. Dès demain, les échantillons seront comparés avec les hydrocarbures retrouvés sur la plage. S'il ne s'agit pas des mêmes substances, la liste des suspects pourrait s'allonger. Il y avait une quinzaine de navires en provenance de la Manche et qui allaient à destination de notre zone. Des navires dits dangereux, donc susceptibles de transporter des matières dangereuses. Et puis, de toute façon, l'enquête va porter aussi sur les jours précédents. Le laboratoire de la Marine nationale de Brest devrait rendre ses conclusions demain soir. En attendant, le Conseil général du Morbihan demande la saisie du pétrolier.
Et depuis mai 2001, la loi a été durcie. Aujourd'hui, le capitaine bulgare d'un vraquier battant en pavillon panaméen a été condamné à 75 000 € d'amende, près de 500 000 francs précisément, suite à un dégazage sauvage. Environnement encore avec le procès de la Med à partir de demain au tribunal d'Aix-en-Provence. Il y a presque 10 ans, une série d'explosions à la raffinerie Total sur l'étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône avait fait 6 morts et 1 blessé grave. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Depuis l'accident, sa voix n'est qu'un souffle, un murmure. Noël Barraco, seul rescapé d'un groupe d'ouvriers, travaillait au cracker numéro 3. Le 9 novembre 92, un souvenir obsessionnel. 5h22 du matin, plusieurs explosions secouent la raffinerie Total de la Med. Un nuage gazeux vient de s'enflammer. Bilan, 6 morts, 8 blessés graves, dont Noël Barraco. Même qu'on gagne le procès, on ne va pas me redonner mon bras, on ne va pas me donner ma voix, on ne va pas me donner mon audition. Qui est responsable? Dans un rapport, les experts dénoncent des défaillances. L'état métallurgique intolérable de la canalisation où est apparue la fuite. Pour eux, les objectifs de production avaient pris le pas sur la sécurité. Ne me disent pas que c'est un accident dû au hasard ou à la fatalité. C'est un résultat prévisible d'une prise de risque extraordinaire. Il est évident qu'un accident provient d'une défaillance. Cette défaillance, nous savons quelles sont les conséquences et comment l'accident a pu avoir lieu. Mais pourquoi, nous ne le savons pas aujourd'hui et nous craignons malheureusement de ne jamais le savoir. Le tribunal devra apporter les réponses. En attendant, la raffinerie tourne au ralenti. D'après la CGT, la moitié des installations est fermée après de multiples incidents. Sport et économie, on l'a donc appris cet après-midi, c'est la fin de l'aventure Prost Grand Prix. L'écurie a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles. Prost Grand Prix, qui employait 200 personnes, accuse une dette de 30 millions d'euros. La fin d'un rêve, Julien Hérichon, André Germain. C'est la fin de l'histoire pour Prost Grand Prix. Le tribunal de commerce de Versailles a cet après-midi prononcé la liquidation judiciaire de l'écurie d'Alain Prost. Coup dur. C'est de la tristesse surtout de voir cette équipe disparaître et surtout en premier, je pense aux employés et puis à tous ceux qui nous ont aidés depuis le début et tous les supporters qui sont toujours là, qui seront certainement très tristes. C'est que de la tristesse, je pense, pour tout le monde. Prost Grand Prix, c'est un énorme gâchis. En 97, Alain Prost avait tout pour réussir. Une formidable expérience de pilote, la confiance des sponsors et de l'État. 4 ans plus tard, des résultats sportifs médiocres et 30,5 millions d'euros de dettes. Pour certains, le professeur n'a jamais été un grand meneur d'hommes. Ce côté individualiste qu'a Alain, qui n'est pas compatible, il était formidable pour être un grand champion, il n'est pas compatible pour être un grand chef d'entreprise. Juste après le tribunal, Alain Prost a rejoint son usine de Guyancourt pour parler à ses salariés. Près de 250 personnes qui sont désormais sans emploi. Des hommes en talons aiguilles, c'est l'une des images de ces collections automne-hiver 2002-2003. En l'occurrence, image signée Jean-Paul Gaultier et qui ne laisse pas indifférent. Estelle Collin, Olivier Robert. Jean-Paul Gaultier, c'est l'homme de tous les dangers. Après avoir osé la jupe pour homme, relooké Yvette Horner, il joue une fois encore les mauvais élèves en faisant défiler des hommes en talons hauts. Fou, provocateur pour certains, visionnaire pour d'autres, et si Jean-Paul Gaultier n'était autre que le révélateur de nouvelles tendances de notre société. Je n'ai pas hésité à faire ce que je pensais, parce que je pensais en effet que l'homme était à un tournant, un changement, c'est-à-dire que le regard aussi sur l'homme changeait, c'est-à-dire que l'homme était plus, on va dire, acceptait plus sa part féminine en quelque sorte, et le regard des femmes aussi, pas le regard, on va dire, ambigu de certains hommes sur d'autres hommes, c'est pas ça, c'est le regard des femmes sur les hommes qui aimaient bien en fin de compte voir des hommes sensibles, des hommes fragiles, des hommes pleurer et accepter justement leur sensibilité, leur fragilité. L'image choque aujourd'hui, mais qui dit que demain elle ne sera pas rentrée dans les mœurs, comme l'a été à son époque le pantalon pour les femmes. Il n'y a pas vraiment d'outrage dans le vêtement, d'outrage, je veux dire par là, de provocation comme elles sont vues d'habitude. Excusez-moi, je suis désolé, ça se met en dessous. On enlève le blouson. Un défilé, c'est à coup sûr un impact médiatique quasi planétaire, mieux qu'une simple campagne de publicité. Alors même si c'est pas demain la veille que l'on adoptera tous ces codes esthétiques, nous retiendrons qu'un peu d'humour ne nuit pas.
Musique, un personnage haut en couleur, elle donne très peu de concerts, elle préfère se consacrer à sa fondation située dans son petit village du Portugal, un lieu de rencontre entre artistes et musiciens et habitants de la région. La pianiste Maria João Pires sera demain soir à Paris pour un concert exceptionnel. Elle a accepté de nous recevoir chez elle dans le village de Belgaïs près de Castelo Branco. Michel Montpontet, Jean-Louis Melin. 40 minutes de piste, de sable, de caillasse, l'endroit le moins peuplé d'Europe. C'est ici que Maria João Pires, la star du piano, vit loin des salles de concert depuis 16 ans. C'est là qu'on s'attend à la rencontrer, cette pianiste de légende, et on ne trouve qu'une femme affairée et heureuse au milieu de ses chants. Au début, difficile de croire que cette femme-là est la même que celle-ci. Pas de faire une carrière, c'est sûr que non. J'ai fait une carrière pour pouvoir gagner de l'argent pour faire ça. Ça, c'est le centre culturel de Belgaïs, son œuvre. Tout l'argent amassé lors des tournées triomphales 20 ans durant a été englouti ici, dans ce rêve. Ici, les artistes qui le souhaitent peuvent venir passer du temps à se rencontrer, à s'écouter, loin des impératifs et des urgences du show business, avec en plus une certaine idée de la joie musicale. Vous aimez beaucoup rire, hein? Et moi, je rencontre beaucoup de pianistes qui n'aiment pas rire. Alors Vous voulez la liste? Je crois que je connais. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de raisons pour rire. Non plus. Moi, j'en ai un peu plus. Ah oui, oui. Je vis ici en liberté. La liberté d'être resté chaque soir 6 mois durant seul face aux 32 sonates de Beethoven enregistrées ici, chez elle. Et désormais, au firmament de l'histoire du piano, plus qu'une version, une nouvelle intimité. Demain soir au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. À suivre la météo, Patrice Drevel, info sur France 2, 23h10, un numéro de complément d'enquête sur un sujet qui sera sans doute au cœur de la campagne. La France est-elle compétitive? L'économie française est-elle toujours compétitive? Avec Benoît Duquesne, donc minuit 35, dernier journal Jean-Claude Renaud. On se quitte avec des images de l'écrivain suédoise Astrid Lindgren, décédée aujourd'hui. Vous ne connaissez sans doute pas son nom, mais vous connaissez sûrement son héroïne la plus illustre, Fifi Brindacier. À demain. France 2.